Je m'appelle Laudine et je travaille comme chargée d'études chez les femmes prévoyantes socialistes. Alors en quelques mots, ça va être difficile de résumer les FPS parce que les FPS, ça fait 100 ans qu'elles existent cette année. Donc voilà, résumer 100 ans en quelques minutes, c'est compliqué. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une association féministe, laïque, de gauche, qui milite pour les droits des femmes dans différentes thématiques. On est fort actif sur la thématique de la santé, des familles, de la participation des femmes à l'espace public, voilà, dans différentes thématiques. On a différents mandats dans différentes institutions dans lesquelles on défend les droits des femmes. On a aussi des animations de terrain avec nos régionales. Voilà, on a de la production d'études et d'analyses sur les inégalités de genre. Donc voilà, on est quand même un mouvement qui a différentes activités, différentes thématiques de travail aussi, mais quand même toujours avec l'égalité femmes-hommes en fil rouge. Le télétravail Covid, comme je l'appelle, il s'est mis en place dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire qu'il a été décidé du jour au lendemain. Donc la plupart des gens qui ont été mis en télétravail à partir de mars 2020 l'ont été pas de manière volontaire. C'est vraiment une mesure pour lutter contre la propagation du virus. Donc du jour au lendemain, beaucoup de personnes, beaucoup de Belges se sont retrouvés à domicile, obligés à faire du télétravail et donc pas forcément avec le matériel, pas forcément avec l'aménagement de leur lieu de vie qui permettait de pouvoir travailler du jour au lendemain, d'exercer voilà, leurs fonctions habituelles qu'ils font sur leur lieu de travail, de pouvoir voilà, la transposer directement à la maison. Voilà, pour certaines personnes, ça a été très, très soudain. C'est aussi un contexte de télétravail particulier parce que les enfants étaient là aussi à la maison à ce moment-là. Les écoles, les crèches voilà, étaient partiellement fermées. En tout cas quand il y avait des cas, voilà, les écoles devaient fermer. Donc voilà, pour les parents, ça a été compliqué parce que c'était un double rôle à assumer. Il fallait à la fois travailler, remplir les exigences vis-à-vis de son employeur, mais à la fois s'occuper des enfants. On sait que les enfants en bas âge, quand ils sont, ben voilà, ils ont besoin d'attention. Un enfant en bas âge ne s'occupe pas tout seul, donc voilà, il va réclamer l'attention de ses parents. Donc voilà, travailler avec un enfant en bas âge, c'est en fait illusoire. On ne peut pas travailler avec un enfant en bas âge dans les parages. Donc ça, c'est un contexte vraiment particulier. Et effectivement, ce télétravail-là n'a pas été vécu de la même façon par les hommes que par les femmes. Par exemple, à l'issue de cette période-là, les femmes ont beaucoup plus souvent déclaré de la fatigue et d'avoir rencontré des difficultés à organiser leur vie privée, vie professionnelle. Ben voilà, parce que, par exemple, les femmes, et voilà, ça a été montré dans plusieurs études, dans la façon dont les espaces se sont répartis dans les foyers. Quand il y avait un bureau qui était disponible, ou si pas un bureau, en tout cas un espace pour s'isoler, c'est plus souvent les hommes qui ont eu droit, et les femmes en général ont plus souvent travaillé sur la table du salon ou sur la table à manger à proximité des enfants en fait. Mais ça, c'est des conditions vraiment très différentes pour pouvoir travailler. Si vous êtes à proximité de vos enfants dans un endroit bruyant où vos enfants vous interpelle constamment. Voilà, c'est pas évident pour travailler, que si vous êtes dans un bureau, vous pouvez vous isoler de 8h du matin à 20h sans interruption. Forcément, vous n'allez pas faire le même type de travail. Donc voilà, et puis alors les femmes ont aussi beaucoup mis en avant l'augmentation énorme des tâches domestiques en fait à cette période-là, parce que comme tout le monde était dans la maison au même moment, ben forcément ça fait des saletés, ça fait du désordre, ça fait beaucoup de choses à ranger, tout ça, et donc voilà, il y a eu pour les femmes vraiment un ressenti d'une augmentation énorme de toutes les tâches ménagères à effectuer et de la charge mentale aussi qui va avec malheureusement. Est-ce que le télétravail peut être une opportunité d'harmoniser vie privée et vie professionnelle? Voilà, c'est vraiment une question qui se discute et qui n'a pas de consensus. C'est-à-dire qu'à la fois dans la littérature scientifique, mais aussi quand vous interrogez les gens autour de vous, ça peut être à la fois une opportunité, mais à la fois vécu aussi comme un piège. Comme une opportunité, oui, beaucoup de femmes, beaucoup de parents aussi, beaucoup d'hommes, mais particulièrement les femmes, puisqu'elles sont encore beaucoup en charge des enfants, vont vous dire, oui, pour moi, le télétravail, c'est super, parce que ça me permet, voilà, par exemple, d'organiser mes horaires pour aller facilement chercher les enfants à l'école. Voilà, ça me permet une souplesse, une articulation plus agréable de ma vie privée et de ma vie professionnelle, mais ça peut être un piège aussi, parce que, voilà, ça veut dire que ce sont majoritairement les femmes qui continuent à organiser leur temps
leur temps de travail, ou en tout cas organiser leur quotidien, leurs heures de travail, voilà, leurs déplacements en fonction des enfants. Donc voilà, finalement, ça peut être un piège aussi de se dire, ok, j'ai une possibilité de faciliter mon articulation vie privée, vie professionnelle, et donc bah oui, finalement, c'est moi qui vais quand même continuer à m'occuper des enfants. Donc voilà, c'est bien, mais finalement, derrière ça, il faut aussi déconstruire les stéréotypes de genre et en fait, le fait que les rôles parentaux sont encore voilà, voilà, bah, c'est la maman encore qui continue à s'occuper majoritairement des enfants, et c'est encore, voilà, les hommes sont encore très fort valorisés dans la poursuite d'une carrière professionnelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons qui explicite le fait que dans les foyers, qui a eu en priorité le bureau ou l'espace pour s'isoler, ben, ce sont les hommes, parce que dans la société, dans les mentalités, il y a encore cette mentalité que la carrière, le faire carrière, c'est quelque chose qui est valorisé du côté des hommes. Pour les femmes, on va valoriser le fait d'avoir une famille, de s'occuper de ses enfants. Mais pour les hommes, on va encore fortement valoriser pour eux un fort marqueur d'identité sociale et de réussite. Pour un homme, on va considérer que la réussite sociale, c'est encore de pouvoir mener une carrière, de s'investir professionnellement, voilà, d'avoir des projets, de peut-être monter aussi dans une hiérarchie professionnelle. Et donc voilà, aussi, du coup, s'il faut prioriser la réussite professionnelle et donc donner les moyens pour ça, c'est aussi, par exemple, permettre d'avoir un bureau quand il y a du télétravail. Il peut y avoir un risque que le télétravail constitue un facteur d'isolement social pour les femmes, parce que j'ai envie de dire un peu que l'écran de l'ordinateur, il fait écran aux femmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en télétravail, on manque tous ces moments informels qu'on a sur le lieu de travail, les pauses café, par exemple, ou croiser un ou une collègue dans un couloir. Mais ce sont souvent des moments de discussion informelle qui sont prépondérants pour... parfois, on sait bien qu'à la machine à café se prennent des décisions liées au travail, et donc c'est important pour les femmes de pouvoir être là dans ces moments-là aussi, pour avoir finalement la possibilité de aussi participer à toutes ces petites micro-décisions qui se prennent. Voilà, on va décider par exemple, tiens, finalement, tel projet, on va plutôt le commencer à tel moment. Mais du coup, si les femmes ne sont pas là pour dire, moi, en fait, ça m'intéresse bien parce qu'à ce moment-là, j'ai le temps de m'investir, hop, elles ratent l'opportunité. Donc oui, il faut vraiment faire... ça, c'est quelque chose que le télétravail peut engendrer, un isolement à ce niveau-là, et aussi pour les femmes, et ça, voilà, ce sont des observations qui ont été faites au niveau des universitaires, mais qui, je pense, peuvent s'appliquer à d'autres catégories socio-professionnelles. C'est que les femmes, déjà de manière générale, les femmes participent moins aux réunions, parce que les réunions se passent dans les fonctions où les fonctions dirigeantes. On sait que les femmes sont moins souvent dans les fonctions dirigeantes, donc déjà les femmes participent moins souvent aux réunions, mais avec le Covid, ça a été pire. Elles ont encore moins souvent participé aux réunions, et en plus, elles éprouvent de la difficulté parfois à prendre la parole en réunion. En fait, en réunion virtuelle, c'est plus compliqué de pouvoir s'exprimer, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le langage non verbal. C'est parfois compliqué de savoir, ok, c'est le tour de qui maintenant, qui doit prendre la parole maintenant, on n'ose pas trop, on ne sait pas si c'est le bon moment pour s'exprimer. Et donc voilà, pour les femmes, certaines ont mis en avant que c'était plus difficile pour elles de s'exprimer pendant les réunions. Donc il y a une forme d'invisibilisation qui risque d'arriver aussi. Ça, c'est un point d'attention que je mets vraiment en avant dans mon travail, c'est la prise en compte des cyberviolences qui peuvent arriver maintenant avec le télétravail. Enfin, les cyberviolences, donc les violences en ligne, pouvaient déjà exister avant, mais comme le télétravail, et depuis la crise Covid, il y a vraiment un recours énorme maintenant aux nouvelles technologies dans le monde du travail. Maintenant, tout le monde quasiment utilise des plateformes en ligne comme Teams, Zoom, les échanges mails, tout ça. Ce sont des canaux possibles où la cyberviolence peut s'exprimer, et pour moi, c'est vraiment un point d'attention
attention à avoir, à la fois nous en tant que citoyens, citoyennes, mais aussi le monde politique, je pense, et le milieu académique aussi doit commencer à s'intéresser à cette question-là de la cyberviolence qui peut exister via le travail et le télétravail. Alors qu'est-ce que c'est par exemple? Parce que c'est vrai que c'est important de donner des exemples de la cyberviolence. Ça peut être par exemple... vous êtes en réunion, que ce soit en réunion en présentiel ou en virtuel, et via Teams ou Zoom, dans la messagerie instantanée, vous recevez un message d'un ou d'une collègue ou d'un de vos supérieurs, et c'est un message qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas du tout professionnel, qui est peut-être à caractère sexuel, ça peut être des avances, ça peut être des photos, des photos de nus, ça peut être des photos déplacées, des messages déplacés, ça peut être ce genre de choses. Donc c'est une violence qui a lieu via les moyens technologiques, via les canaux technologiques. Ça peut être par exemple aussi ça peut être par exemple un collègue qui va d'une façon ou d'une autre avoir accès à votre adresse mail et dans la signature de votre adresse mail mettre un message complètement déplacé à caractère sexuel ou autre, pas forcément à caractère sexuel, mais un message que vous n'avez pas décidé de mettre, mais qui à chaque fois que vous allez envoyer un mail va s'envoyer à vos contacts. Ça peut être ce genre de choses aussi. Et une étude a été faite auprès de travailleuses en Angleterre qui ont explicité que pendant le Covid, plusieurs ont reçu de leur employeur la demande de s'habiller de façon plus sexy pour les vidéoconférences. Parce que l'idée était qu'en étant plus sexy, elles allaient attirer les clients via la caméra, ce genre de choses. Donc c'est peut-être pas une violence en tant que telle, mais c'est clairement complètement sexiste et misogyne. C'est vraiment prendre les femmes pour des objets pour appâter les clients. C'est absolument déplacé, ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est ce genre de choses, de pratiques qui ont lieu avec maintenant l'utilisation massive des technologies dans le travail. Et c'est ce genre de pratiques qu'il faut vraiment, je trouve, étudier, vraiment les documenter, voir ce qu'il se fait concrètement sur les lieux de travail, à quelle violence, quelle cyberviolence les femmes sont confrontées et quels mécanismes on peut mettre en place pour lutter. Il y a différents déjà plans de lutte contre la violence, contre les cyberviolences. Donc moi, j'ai vraiment envie d'inviter le pouvoir public, le monde politique à se pencher aussi sur les cyberviolences dans le contexte professionnel, parce que, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Dans l'analyse que j'ai pu rédiger sur les femmes et le télétravail, je présente différentes recommandations. Je ne vais pas pouvoir les aborder toutes avec vous, mais ce qui me semble vraiment, vraiment important, ce sont toutes les recommandations vis-à-vis du droit à la déconnexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Belgique, il y a une loi qui oblige les entreprises à mener des discussions sur le droit à la déconnexion. Mais en fait, les entreprises ne sont pas obligées de parvenir à un accord. Elles sont juste obligées de mener des discussions en interne avec les partenaires sociaux pour pouvoir, sur cette thématique du droit à la déconnexion. Mais il n'y a pas d'obligation. Et si elles ne le font pas, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. Donc ça, c'est un peu problématique parce que le droit à la déconnexion pourrait vraiment, pour certaines personnes, et particulièrement les parents, être fort utile parce que c'est pouvoir dire à son employeur, à partir de telle heure ou de telle heure à telle heure sur la journée, je ne suis pas joignable parce que j'ai ce droit à ne pas être disponible, à ne pas utiliser mon GSM, ne pas regarder ma boîte mail, ne pas répondre à des appels. C'est hyper important parce que le travail peut avoir un impact assez grand sur l'articulation vie privée, vie professionnelle. Donc de pouvoir dire à un moment stop, là maintenant c'est le moment où je m'occupe de ma famille, où je m'occupe de moi-même, ou peu importe, j'ai autre chose à faire, mais je ne m'occupe pas du travail. Je pense que pour certaines travailleuses et certains travailleurs, c'est vraiment utile de pouvoir se référer à un cadre et de dire non, là je ne peux pas répondre, le droit à la déconnexion me permet de ne pas répondre.
Je pense que c'est vraiment important comme mesure aussi voilà, que les pouvoirs publics doivent avoir en tête, c'est voilà, de pouvoir faire en sorte d'équiper les travailleuses et les travailleurs pour faire du travail à domicile, enfin du télétravail, pardon. Voilà, selon moi, on l'a bien vu avec le télétravail qui s'est mis en place en mars 2020. Les gens voilà, n'avaient pas forcément le matériel, donc ils ont utilisé leur ordinateur personnel, tout ça, mais c'est pas normal. Normalement, l'employeur doit mettre à disposition, ou s'il ne met pas à disposition le matériel, doit pouvoir donner, doit pouvoir financer l'achat de matériel et l'entretien du matériel. Donc je pense vraiment que par exemple des subsides aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, aux milieux associatifs, enfin voilà, mais tant au secteur privé que public finalement, de pouvoir faire en sorte que les entreprises, les milieux de travail aient la possibilité d'équiper correctement leurs travailleuses et leurs travailleurs, mais en plus de les équiper correctement, aussi de les former. Parce que utiliser un ordinateur ou utiliser toutes ces nouvelles technologies qui apparaissent dans le milieu du travail, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on ne sait pas, voilà, on n'est pas forcément habile directement, on ne se sent pas forcément tout de suite à l'aise avec l'utilisation de Zoom par exemple, ou avec l'utilisation de voilà, des espaces de stockage en ligne. Ça demande des compétences d'utilisation des nouvelles technologies, et on sait que la fracture numérique quand même est encore très présente dans la société. Il y a quand même 40% de la population belge, donc 4 personnes sur 10, presque une personne sur 2, qui est voilà, en situation de vulnérabilité numérique. Donc soit que les gens n'utilisent pas du tout les nouvelles technologies, ou soit ont de faibles compétences d'utilisation. C'est quand même énorme. Alors comment ces gens-là finalement peuvent faire du télétravail s'ils ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies? Donc je pense aussi qu'il faudrait des subsides pour former, en fait, appeler les entreprises à former leurs travailleuses et leurs travailleurs, pour éviter aussi que le personnel soit finalement un jour en décalage avec la nécessité de son travail, quoi. Il faut que les gens puissent se mettre à jour dans leurs compétences. Et ça, pour les femmes, c'est un soutien énorme, hein, parce que la fracture numérique, les femmes sont beaucoup plus à risque de fracture numérique que les hommes. Donc permettre aux femmes de se former et d'utiliser les nouvelles technologies, ça va déjà vachement changer les choses, je pense. Ma dernière recommandation, ce serait, c'est vrai qu'il est important de travailler, de faire attention, voilà, de légiférer sur des conditions correctes pour permettre aux gens de télétravailler, mais je voudrais mettre en avant aussi qu'il faut s'intéresser à toutes ces professions où le télétravail n'est pas possible, donc les travailleuses et les travailleurs de première ligne. Et il y a énormément de femmes qui travaillent dans les métiers de première ligne, voilà, les assistantes sociales, les personnes qui travaillent dans les crèches, les personnes qui travaillent dans l'accueil extrascolaire, tout ce personnel-là qui ne peut pas faire du télétravail. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même leurs conditions de travail à elles, parce que voilà, ces personnes-là ont permis pendant la crise Covid et permettent encore au quotidien à des parents de faire du télétravail. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les oublier. Justement, eux nous permettent à certaines catégories de la population de faire du télétravail, mais ce n'est pas pour que eux, par ailleurs, trinquent dans leurs propres conditions de travail, parce que voilà, sous-financement, manque de reconnaissance, ce genre de choses. Donc j'ai envie aussi d'inviter le pouvoir politique à en fait améliorer les conditions de travail, améliorer le droit du travail pour toutes et tous, et pas seulement pour les télétravailleuses et les télétravailleurs.